Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Ok, super. Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde consacrée au voyage en train. Donc moi, je suis Marilyn Piel, je suis... C'est bon. Je suis experte chez DGT Formation, donc une plateforme de formation et atelier. Il y a un problème avec le micro? Non? Non, c'est bon? C'est pas moi? D'accord. Ok. Donc chez DGT Formation, donc la plateforme formation et atelier multithématique sur le tourisme durable. Moi, je prends le train depuis que j'ai 5 ans. J'ai connu la carte kiwi, les corails fumeurs et les sièges en simili-cuir qui collent aux fesses. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai troqué ma carte kiwi pour une carte avantage. Les TER sont non-fumeurs et les sièges ne collent plus. Mais il y a bien un truc qui n'a pas changé, c'est le plaisir que j'ai à regarder par la fenêtre défiler le paysage. Et je pense que je ne suis pas la seule. Cet été, il y a 24 millions de billets qui ont été vendus. Donc on est de plus en plus nombreux à préférer le train pour se déplacer. Et d'ailleurs, on en vient à se poser la question de savoir si le train n'est pas le nouvel Eldorado du secteur du tourisme pour les voyages. Aujourd'hui, avec moi, pour répondre à la question, j'ai 5 géniaux invités qui, chacun à leur manière, réinventent l'univers du voyage en train. Donc il y a Alizé Pierrot et Chiara Pellas de la plateforme Molo. Donc Molo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme collaborative d'organisation des voyages en train. Bruno Maltor, que je vous présente ou que je ne vous présente plus dans l'univers du tourisme, je vous le présente quand même, donc créateur de contenu spécialisé dans le voyage, plus de 2 millions d'abonnés et créateur du blog. Et je vends de la drogue aussi, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est une autre histoire. Et David Mascorda, tu es directeur général de Rail Charter Service, donc une société d'affrètement de train, notamment pour le maïs et les Théo. Et puis Estelle Nicolai, fondatrice de Rail Trip, donc l'agence d'aventure ferroviaire. Pour commencer, un état des lieux, un constat. Vous avez tous entendu parler de cette étude de l'ADEME qui nous a tous un peu surpris et nous a tous un peu secoués. Voilà, on sait que le train aujourd'hui représente 11% des gaz à effet de serre et que 3/4 sont dus au transport. Alors le train, ça peut être le mode de transport le plus décarboné, mais aujourd'hui il n'est pas encore suffisamment utilisé. Donc qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas assez? Quels sont les freins? Et qu'est-ce qui n'est pas durable aujourd'hui dans le tourisme? Alizé ou Chiara, vous voulez commencer à ouvrir le bal? Ouais, alors juste, c'est du coup le tourisme qui est responsable des... Oui, des 11%. j'ai dit quoi? Le train, mais c'est... J'ai dit le train, pardon. Juste, le tourisme, je suis tellement omnibulée par le train depuis 2 semaines que je suis à fond. Oui, du coup, 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France sont liées au tourisme. Les 3/4, c'est le transport. Donc, clairement, si on est d'un point de vue très pragmatique, très concret, un des problèmes sur la durabilité du tourisme, c'est clairement nos modes de déplacement. Dans ces 75%, l'avion est responsable à plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Le reste, c'est la voiture. Donc, concrètement, d'un point de vue concret, c'est le fait que le secteur du tourisme s'est largement développé et organisé autour de modes de déplacement complètement carbonés. Donc ça, c'est pour ça que nous, on s'est lancé sur le sujet du ferroviaire et sur le sujet du train, parce que si on veut avoir un impact le plus efficace possible pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du tourisme, le transport, c'est la façon la plus efficace. Après, d'un point de vue plus philosophique, on va dire, c'est un peu cette façon qu'on a de considérer le voyage aujourd'hui, qui est rentrée dans une logique de consommation. On va choisir une destination comme on peut choisir parfois un paquet de gâteaux sur une étagère. On coche un peu des destinations, on les collectionne. C'est lié à pas mal de choses, au fait que le tourisme s'est développé, aux imaginaires qui sont largement développés sur les réseaux aussi. Et donc nous, c'est aussi notre gros focus, quoi. Pour développer le train et le ferroviaire, il faut aussi transformer les imaginaires, et c'est ce qu'on fait tous au quotidien. Il y a du gros travail là-dessus, parce que depuis des années, on est martelé d'imaginaires lointains, où on prend l'avion, et il y a tout ça à réinventer. Et donc c'est un des premiers freins à lever, c'est aussi une bataille d'imaginaires. Et pour le secteur du ferroviaire, plus précisément, il y a d'autres freins qui sont évidents, à savoir le temps de trajet, qui on ne peut pas le nier, est plus long en train qu'en avion.
Le prix, qui on ne peut pas le nier non plus, il y a des études qui sont sorties récemment, le train est 2,5 fois plus cher que l'avion en France. Donc ça, c'est des gros sujets qu'il faut tacler. Par contre, voilà, nous, en tant que médias et plateformes spécialisées dans le ferroviaire, on peut surtout attaquer les imaginaires. Et le reste, voilà, c'est des considérations politiques qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer. Et c'est à nous, tous ensemble, de le demander et de faire pression pour que ça bouge. Alizé, tu veux compléter? Non. Estelle, David ou Bruno? Ouais. Bah, on va passer à la partie moi, qui me passionne le plus. C'est la partie des ce qu'on appelle les game changers. Donc, ils en font partie. C'est ces acteurs qui lèvent les barrières et qui aident à réinventer le voyage en train. Donc, il y a ceux qui contribuent, comme tu disais, à l'émergence de nouveaux récits autour du train. Comme toi, Bruno, en fait, qui démystifie un petit peu le train. Alors, j'ose dire qu'il le déringardise. Si on parle de déringardisation, c'est qu'il l'était avant. La perception, elle a changé. Qu'est-ce qui a changé d'après toi et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour réinventer tout ça? En fait, je ne suis pas sûr que ça soit le train en tant que tel qui était ringard. C'est plus qu'effectivement, on avait tendance, notamment ma génération, 25-35, à vouloir aller loin tout de suite dès qu'on avait un peu de temps devant nous. Ceci étant dit, moi j'ai déjà fait 3 fois le tour d'Europe en train dans les années 2010 par exemple, et c'était déjà cool à l'époque. Mais c'est juste que les gens avaient beaucoup plus l'idée de se dire j'ai 4-5 jours, je vais aller à New York ou à Dubaï, ce qui est peut-être un peu moins le cas maintenant, on se pose un peu plus la question. Ceci étant dit, il y a aussi l'arrivée du train de nuit qui rend un peu l'imaginaire un peu plus cool par exemple, enfin le retour du train de nuit. Par exemple, j'ai pu tester le Paris-Vienne l'année dernière, il y a le Paris-Berlin qui revient en fin d'année. Tu vois, c'est des solutions qu'on nous offre et qui permettent un petit peu de remontrer que le train, ça peut être une aventure. Donc je pense que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en avant sur mes contenus, c'est ce que j'essaye de faire. Montrer que le train, c'est une aventure dans l'aventure, c'est une aventure à part entière. Et ça plaît pas mal, honnêtement, sur les réseaux. C'est vrai que, par exemple, pour le coup, j'ai traversé le Canada en train en janvier pendant un petit mois. Honnêtement, je pense que ça a fait 20 ou 30 millions de vues en cumulé sur toutes mes plateformes, les contenus que j'ai pu réaliser. Ça a vraiment cartonné. Donc ça montre que les gens ils veulent vivre des aventures. Encore faut-il que ça soit des trains qui sont un peu originaux, etc. Honnêtement, là je vais en train en Suède prochainement, lundi prochain. J'en ai effectivement pour plus de 24 heures si je dis pas de bêtises, mais c'est des trains qui sont assez classiques. C'est du TGV, etc., etc. Je suis pas sûr que je vais arriver à vendre le truc aussi facilement qu'un train de nuit, qu'un train qui a au final quelque chose à raconter. Bien sûr, je vais jouer sur les trucs du on peut prendre le temps, on peut travailler, voilà, etc., etc. Mais une fois, je devrais raconter ça, quand j'en serai dans mon 3e TGV, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc je pense qu'un des principaux freins aussi, c'est que les trains, il faut qu'en eux-mêmes, ils aient des expériences un peu insolites. Et je crois que c'est un peu ce que vous faites, vous. Et c'est ça que mes abonnés ils cherchent. C'est un peu d'avoir une vraie expérience. Pas juste prendre un train d'un point A à un point B, mais avoir des expériences. Et tu disais que donc la Suède, comment est-ce que tu vas, toi, continuer à promouvoir le train? C'est quoi tes prochains voyages à part la Suède? Est-ce que tu as des idées d'autres contenus ou d'autres façons de le faire? Ouais, pour le coup, alors moi je dis pas que je prends plus du tout l'avion, quitte à briser l'ambiance, je sais pas, mais qui le fait? Je sais pas. C'est compliqué aujourd'hui. Je préfère être honnête, mais par exemple, tu vois, encore une fois, il y a le train de nuit Paris-Berlin qui revient. Pour le coup, je l'avais pris en 2011, à une époque où il était encore là. Après, il a été arrêté, etc. Mais voilà, c'est essayer de faire des trains qui te montrent que tu peux vivre des expériences un peu sympas. Et aussi montrer que tu peux vivre des expériences. Par exemple, j'ai parlé il n'y a pas longtemps d'un train qui t'emmène à une randonnée directement en Normandie, qui t'emmène à Fécamp. C'est pas si loin d'Étretat, c'est des falaises qui sont extraordinaires, etc., etc. Tu peux y aller directement en train. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à partager ce genre de bons plans qui te montrent que le train peut t'amener directement à une expérience. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voiture aussi à l'arrivée pour faire le fameux dernier kilomètre. C'est ce que j'essaye aussi de faire. Ceci étant dit, voilà, je pense aussi qu'il y a d'autres problématiques, comme je disais, le prix pour prendre un train pour aller en Suède, franchement, c'est 3-4 fois plus cher que si j'avais pris un avion, tu vois. Donc, faut aussi prendre un peu du recul sur la situation, se dire que monsieur et madame tout le monde, dans une période d'inflation, etc., etc., peut-être que le train, ça va être compliqué. Si tu as 2 enfants, tu vois, etc., etc., ça va être très, très vite, très compliqué, quoi. Merci pour cette transition parfaite. Parce que justement, chez Molo, vous aidez les voyageurs à s'organiser. Donc, non seulement sur la partie trajet, mais aussi sur ce qu'il y a à faire sur place, donner des bons plans, etc.
Donc, je vous laisse me représenter Molo et représenter Molo à tout le monde pour que tout le monde sache un petit peu ce que vous faites. Et puis, que vous nous expliquiez surtout comment vous contribuez en fait, au développement du train. Quelles sont les nouveautés de la plateforme. Et puis, je sais aussi que vous travaillez avec pas seulement les particuliers, mais les entreprises. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur tout ça? Carrément. Donc, nous, chez Molo, on est une plateforme qui va proposer tout un tas de destinations en France comme en Europe, accessibles sans avion ni voiture. On essaye de s'adresser au plus grand nombre, d'en proposer pour tous les goûts. Donc, il va y avoir du train de nuit pour aller dans les Alpes pour un long week-end, par exemple, jusqu'au périple, jusqu'à Istanbul, jusque dans les îles Lofoten en Norvège, par exemple. Et en fait, outre cette partie trajet qu'on va essayer de décortiquer, parce qu'aujourd'hui, faire un Paris-Marseille en train, c'est très simple. Faire un Paris-Istanbul, c'est un peu plus compliqué. Tous les trains ne peuvent pas se réserver sur Internet, on n'a pas toutes les informations, etc. Donc on va vraiment faciliter cette partie. Et ensuite, on va essayer de créer tout un univers autour du voyage et de vraiment donner toutes les informations clés en main pour l'utilisateur. Donc il y a la partie train, évidemment. Il y a la partie dernier kilomètre, on en parlait. Donc est-ce qu'il y a des loueurs de vélos à la gare quand on arrive? Quel est le système de transport en commun sur place qui va aider le voyageur à se déplacer? Quels sont les hébergements durables, si possible, accessibles sans voiture, les activités, etc. Et donc, on va essayer de travailler avec tous les acteurs du tourisme durable, à la fois les offices de tourisme, les transporteurs comme la SNCF, les hébergeurs, etc., pour en fait rassembler toutes les informations qui aujourd'hui sont un peu difficiles d'accès en un même endroit et qu'il n'y ait plus cette barrière organisationnelle pour les gens. Donc ça, c'est une chose. On fait beaucoup de voyages assez loin, mais aussi en France, parce qu'on est convaincu qu'avant d'envoyer les gens jusqu'à Istanbul en train, il faudrait déjà qu'ils prennent le train proche de chez eux. Et pour le coup, ça peut être plus accessible. Il y a des gros réseaux de TER aujourd'hui qui existent. Il y a plein de choses à faire en France. On est un pays, c'est la première destination touristique. Donc en fait, pourquoi nous, on n'irait pas visiter notre propre pays? Donc c'est aussi ça qu'on essaye de montrer. Et sur la partie entreprise, on essaye aussi de développer et de sensibiliser, en tout cas dans un premier temps, les entreprises au déplacement pro d'une autre façon qu'en avion, quand c'est possible. Et en tout cas, de sensibiliser les gens à ce que ça représente l'impact de leur déplacement. Parce que c'est vrai que, on l'a dit, le voyage, ça peut être quelque chose pour des gens privilégiés, surtout quand on va loin et encore plus quand on prend le train. Mais aujourd'hui, ces gens privilégiés, en général, ils prennent l'avion déjà dans leur cadre professionnel. Et donc, si on arrive à les faire changer dans le cadre professionnel, on arrivera encore plus à les faire changer dans le cadre de leur loisir. Donc voilà un peu, on travaille à la fois sur la partie tourisme et la partie déplacement pro. Merci Alizée. Donc on a parlé de ceux qui réinventent la manière de penser le train, d'organiser les voyages. Et il y a aussi ceux qui transforment la façon de concevoir le voyage en train. Donc, comme Estelle. Donc Estelle, elle est cofondatrice de l'agence d'aventure ferroviaire Rail Trip. Et elle est spécialisée donc, dans le voyage en train. Et elle ne fait pas qu'aider les voyageurs à organiser leur trip, mais elle fait les réservations pour eux. Donc elle est vraiment 100% train et 100% dédiée au service client. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment est né Rail Trip? Parce que l'histoire est assez chouette. Et puis savoir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Oui, mais donc effectivement, avec Fabien, ça fait 10 ans qu'on voyage plus qu'en train. Donc on n'a plus pris un avion depuis 10 ans, donc c'est possible. Et donc il y a... À force de voyager comme ça, nos amis, notre entourage nous disait mais ok, c'est génial, ça a l'air génial, mais comment on fait quoi? C'est illisible, comment on réserve les trains, où est-ce qu'on peut aller, le réseau est complètement impossible à lire. Est-ce que vous voulez pas nous aider? Et donc on a créé Rail Trip il y a 3 ans et demi dans cette logique-là, un peu la même, de se dire en fait finalement on va aider les gens à construire leur voyage en train. Et donc on faisait des soirées, alors en Belgique on va appeler ça des soirées tupperware, mais donc c'est des soirées où on dessinait les itinéraires, on disait ok, qu'est-ce que tu cherches? Du soleil, de la gastronomie et de la culture. En gros, je veux aller à Barcelone, quoi, c'est un peu ça. Ok, mais t'as 3 jours en train, ça va pas être possible, mais par contre, vu le réseau ferroviaire, tu peux aller là, là et là. Et je dis là, là et là, comme ça vous êtes obligé de venir chercher l'info sur le site. Mais, et donc, on arrivait à la fin de la soirée à leur avoir dessiné l'itinéraire, leur avoir donné les adresses des sites sous-réservés, etc. Et à la fin, ils nous disaient « Estelle, t'es bien gentille, tu m'as donné hyper envie, mais c'est encore trop compliqué, tu veux pas réserver pour nous ?»
Et donc là, on s'est dit, waouh, ok, en fait, il va falloir qu'on transforme encore notre façon de fonctionner. Et là, on n'était plus dans le conseil, mais on devenait agent de voyage. Et donc là, vous savez tous que ça implique plein d'autres choses que juste donner du conseil, des assurances, des machins, des trucs, un peu de stress aussi. Et donc là, aujourd'hui, on organise les voyages des gens. Donc ça veut dire qu'on a testé une vingtaine d'itinéraires, qui sont nos itinéraires qu'on a validés, qu'on considère comme étant confortables, faisables, agréables. Et alors, on ajuste le voyage en termes de durée, en termes de type de logement, etc. Et puis, on réserve tout. On prend tout le stress de l'organisation et puis on fournit un ride-book avec tous les détails du train, de l'horaire, des sièges réservés dans les trains, du trajet entre la gare et l'hôtel, etc. On fait des suggestions d'activités, on met les adresses des petits restos qu'on a aimés sur place et puis après, eux, ils partent tranquilles. Si jamais il y a des retards de train, mais comme ça n'arrive jamais, ça va, ils nous appellent et on leur trouve des solutions. Et puis eux, du coup, ils sont vraiment peinards, tranquilles. Et donc ça rend le voyage en train hyper attractif, hyper intéressant et hyper confortable. Mais ce qu'on a dû faire avant ça, c'est réfléchir le train autrement. C'est-à-dire justement ne pas se dire je veux aller à Barcelone, comment j'y vais en train. Alors maintenant de Paris c'est facile, de Bruxelles ça l'est toujours pas. Et donc du coup se dire je vais à Barcelone pour un week-end, fais-moi un prix. Alors on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. À chaque fois évidemment on est tellement plus cher que la commande ne tombe jamais. Mais c'est normal, parce qu'en fait, quand on voyage en train, on ne doit pas se dire « je veux aller là, amène-moi en train ». Non, c'est « je veux voyager en train, je cherche la culture, la gastronomie, le soleil, où est-ce que je peux aller ?» Et alors là, on trouve plein de choses hyper intéressantes. Et on découvre des choses que personne n'a jamais vues, parce qu'on va réfléchir autrement. On s'est retrouvé à aller à Innsbruck. Innsbruck, vous connaissez Innsbruck? C'est génial, c'est une ville magique, je suis tombée amoureuse de cette ville. Jamais j'y aurais mis les pieds, jamais j'aurais pensé toute seule je veux aller à Innsbruck. Vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit ça? Non, personne évidemment. Mais par contre, en lisant le réseau de trains de nuit, il y a un train de nuit qui fait Cologne-Innsbruck, Amsterdam-Innsbruck, direct. C'est génial. De Paris, vous prenez un Thalys jusqu'à Amsterdam ou Cologne, ce que vous choisissez. Vous montez dans le train de nuit et le lendemain matin, vous êtes à Innsbruck et vous êtes au milieu des montagnes, au milieu des Alpes. La ville, elle est juste magique. De là, vous arrivez, vous partez à Bolzano, dans les Dolomites, et puis après, vous finissez à Venise. Le rêve. Vous avez fait un tour de 10 jours que vous n'auriez pas imaginé et le trajet a fait partie du voyage. Vous êtes allé à Venise, mais en fait, entre-temps, vous avez vu Innsbruck, vous avez vu Vérone, vous avez vu Bolzano et hop, on a fait un voyage. Alors, on ne peut pas le faire sur 2 jours, c'est pas possible. Mais par contre, on peut prendre le temps de le faire et faire un voyage, 2 voyages par an plutôt que 5. Et on a vécu le voyage en train comme quelque chose de riche et comme une expérience, même si le train ou le wagon en lui-même n'est pas une expérience, mais comme on a créé de l'expérience tout au long du trajet, en fait, le train est devenu sexy et agréable. C'est ce qu'il faut retenir, sexy et agréable. Ouais. Merci Estelle. David, toi tu diriges donc une société d'affrètement de trains, de passagers, notamment pour le maïs et les Théo. Comment est-ce que tu as eu l'idée en fait, de cette activité et comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors à la base, j'ai un passif d'agent de voyage. Je faisais des voyages autour des voyages festifs. Et on faisait de la production de festivals. Et dans le cadre de production de festivals, on a eu des demandes en fait, de création de lignes pour acheminer des festivaliers sur un événement. Et on a essayé à plusieurs reprises donc, de pouvoir mettre en place des charters. C'était à l'époque, c'était entre les années 2015 et 2017. Et autour de ces années-là, on avait toujours difficulté à pouvoir mettre le charter en place, soit parce qu'on avait l'horaire, on avait le matériel, mais le prix n'était pas bon, soit on avait le matériel qui était disponible, le prix qui était bon, mais on n'avait pas les horaires, du fait de l'organisation en fait, du système ferroviaire. Et toujours, on a toujours eu ce genre de difficultés. Et lors de l'application du 4e paquet ferroviaire qui a permis donc l'avènement de nouveaux opérateurs et l'ouverture de la concurrence, on a pu avoir plus de flexibilité pour pouvoir créer des lignes, pour pouvoir créer donc des solutions. Et chez Rail Charter, vous m'entendez? Chez Rail Charter Service, donc on est comme décidément. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, parfait. Donc on est comme un opérateur de charter aérien, mais on le fait avec du train. Donc on propose des solutions principalement orientées B2B.
Et nos clients sont généralement soit des tour opérateurs qui nous demandent des solutions ferroviaires, puisque de plus en plus, maintenant, l'équation du voyage considère l'option ferroviaire. Donc on a eu des demandes notamment sur des trains pour pouvoir alimenter les stations et les Alpes pour l'hiver de la part de tour opérateurs étrangers, mais aussi français. On a eu des opérateurs de tourisme de plein air qui nous ont demandé de pouvoir mettre en place des solutions de train au départ de Paris et de la province pour pouvoir se rendre en Méditerranée ou sur la côte atlantique. On a aussi des clubs de sportifs de haut niveau, type football, basket, qui nous contactent principalement pour des transports de supporters. Il n'y a pas plus tard qu'en avril dernier, on a déplacé plus de 1000 supporters entre Lyon et Paris. Et plus récemment, on a aussi des festivals qui nous demandent aussi d'acheminer des festivaliers et aussi bien évidemment toutes les demandes qu'on a autour du maïs. C'est une thématique qui revient assez souvent pour des questions de RSE. Les entreprises veulent de plus en plus, dans le cadre de maïs, transporter leurs collaborateurs d'un point A à un point B en train. Et ce qu'ils souhaitent, et nous ce qu'on propose, c'est de proposer une expérience, et ce n'est pas non plus simplement un service de transport d'un point A à un point B, mais d'apporter une expérience à bord du train. À savoir, on est capable aujourd'hui de mettre des voitures classiques avec des sièges. On propose aussi des voitures type restaurant, voitures discothèque, donc pour pouvoir créer une expérience et pour pouvoir créer du team building et des ateliers au sein du train, puisque comme ça a été évoqué précédemment, le train c'est moins rapide que l'avion. C'est plus sympa parce qu'on peut plus interagir, on peut plus échanger entre collègues, mais c'est plus long. Donc utiliser ce temps de manière bénéfique et pour pouvoir créer des expériences à bord. Ok, super. Et aujourd'hui, c'est quoi les principaux freins que tu rencontres à la mise en place de ces trains spéciaux ? Alors, notamment sur le transfrontalier dont tu m'as parlé. Alors, il y a plusieurs freins. Il y a déjà un frein matériel, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de matériel qui est disponible pour pouvoir acheminer, pour pouvoir créer des liaisons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des grosses contraintes techniques. C'est que historiquement, il y a l'écartement des rails n'est pas le même dans toute l'Europe. On va dire que sur la péninsule ibérique, les rails sont plus larges que dans le reste de l'Europe. Il y a des problèmes aussi. Il y a des différences au niveau des tensions électriques. Il y a des différences aussi au niveau des systèmes de signalisation entre chaque pays. Donc si vous voulez faire circuler un train entre deux pays, vous devez soit avoir une locomotive qui est multiservice et qui peut donc aller d'un pays à un autre, soit faire ce qu'on appelle un relais de traction à la frontière. Et donc quand vous partez de France et que vous allez en Belgique, vous vous arrêtez principalement à Aulnoy. Et à Aulnoy-Emery, vous mettez une locomotive belge qui peut ensuite vous tirer jusqu'à la frontière hollandaise si jamais vous allez aux Pays-Bas. Puis après, aux Pays-Bas, ils font encore changer de locomotive. Donc ça fait partie des freins. C'est en train de changer. Il y a maintenant de plus en plus de locomotives universelles qui sont mises sur le marché. On a aussi un système de signalisation européen qui est en train de se mettre en place, mais c'est très très long. Dans le ferroviaire, c'est du temps long. Quand vous commandez par exemple du matériel chez Alstom ou chez Siemens, à partir du moment où vous passez la commande, le matériel est livré 3 ans après. L'installation donc, du système de signalisation européen, c'est un système qui est très installé dans certains pays parce qu'il y a des décisions au niveau des pouvoirs publics qui ont été très moteurs et donc qui ont développé ce système et qui l'ont installé très rapidement. Et il y a d'autres pays qui, eux, sont très en retard aussi par rapport à l'installation de ce système-là. Donc ça fait partie des freins. Donc on a principalement des freins techniques aujourd'hui qui nous empêchent d'aller aussi vite que le souhaite la majorité des gens, puisque je pense que la prise de conscience climatique, elle est globale. Si aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de monde à cette conférence, encore merci d'être venu écouter nos belles paroles autour du train, c'est que tout le monde a pris conscience qu'il fallait changer quelque chose dans le paradigme du voyage pour qu'on puisse continuer à voyager sereinement et en ayant la conscience tranquille. Merci. Estelle, est-ce que tu veux compléter ce que dit David sur peut-être les obstacles que toi tu rencontres au quotidien quand tu veux organiser des voyages pour tes clients ? Oui, le frein principal qu'on n'a pas encore, mais qu'on voit arriver, c'est effectivement la place dans les trains. Parce qu'en fait, le parc ferroviaire, il est limité. Un train de nuit, c'est quand même très très peu de gens dans un train, quoi. Et donc il est très vite rempli.
Et aujourd'hui, je pense que l'été prochain, on va être confronté à ce problème de disponibilité dans les trains de nuit. Déjà cet été, ça commence à être chaud. On a dû réimaginer nos itinéraires en cours de saison pour pouvoir continuer à vendre. Et donc, très bien, tant mieux. Mais en fait, oui, il faut que ce parc augmente et que les commandes se passent, mais surtout effectivement que elles arrivent, quoi. Et donc là, les Autrichiens ont avancé, les Suédois ont avancé, les Finlandais ont avancé, donc très bien. Eux, ils ont déjà commandé. Effectivement, en France, si on veut pouvoir disposer de nouveaux wagons, il va falloir passer la commande. Sinon, sinon on n'est pas prêt de les voir arriver, quoi. Ok. Ouais, donc on voit bien qu'au-delà des initiatives, il y a quand même besoin de mesures privées ou publiques à mettre en place pour arriver à faire que le train devienne le grand mode de déplacement du futur, quoi. Et notamment, moi je pensais à... Du coup, vous avez entendu parler du pass rail ou ce qu'on appelle le ticket climat. Donc ce fameux super pass à 49 € par mois, illimité sur tous les TER et les intercités pour tous. Voilà, il y a quand même pas mal de choses autour de ça qui ont émergé comme polémique. Et il y en a une, c'est justement, on est de plus en plus nombreux à préférer le train. Il va y avoir de plus en plus de monde dans les trains. Mais il y a peut-être un moment où ça va être limité parce qu'il n'y aura pas assez de trains pour accueillir tout le monde. Et il va falloir s'organiser. Oui, parce que l'été dernier, on a vu que, enfin l'été dernier, depuis 2 ans, en fait, les Allemands font ce ticket à 49 €. C'est trop super, c'est génial. Mais je ne sais pas si vous avez pris le train en Allemagne cet été. Waouh! Il y a du taf, quoi. Parce que les correspondances ne fonctionnent pas, parce que les horaires changent un mois avant, parce que... Donc là, il y a un vrai... c'est bien si ça coûte pas cher, mais si ça roule qu'à moitié, ça va nous faire une belle jambe. Donc je pense que là, il y a un vrai travail de fond à faire sur l'infrastructure et le bon fonctionnement. Et puis oui, l'idéal, ce serait qu'en plus, ça coûte pas cher. Mais de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va le payer et ce sera nous d'une autre façon. Donc il y a cet enjeu-là, mais je pense que le plus gros enjeu, c'est faire en sorte que ces trains roulent bien, roulent avec un confort minimum pour que l'expérience soit positive. Parce que si, enfin, on l'a vu, ça nous est pas arrivé beaucoup, mais on a, je pense à une famille qui s'est retrouvée à prendre 6 trains plutôt que 2 parce que la correspondance se fait pas, qu'en gare on les renseigne mal et qui nous ont pas appelés alors qu'ils ont le téléphone d'urgence et ils le savent. Nos enfants l'appellent le téléphone d'urgence. Tout le monde sait que ce téléphone d'urgence existe, mais non, ils ont préféré aller en gare et l'information qu'ils ont eue n'était pas bonne. Ils ont pris 5 trains plutôt que 1 pour le dernier. Enfin, c'était la galère. Bah là, on se retrouve, on est mal, quoi. Et là, c'est bon, ceux-là, ils voyageront plus en train. Et donc, il faut que l'expérience qu'ils vivent dans le train et en gare soit positive, quoi. Et si on fait ça, si ça coûte moins cher, c'est encore mieux, mais voilà. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à... Enfin, j'ai une question pour toi, Bruno. Du coup, est-ce que tu as déjà réfléchi ou imaginé à faire du contenu sur des expériences pas top en train, justement pour montrer que voilà, c'est pas tout, ça se passe pas toujours bien, c'est pas toujours des trajets de rêve, juste pour partager des moments de lose un peu, quoi. Ça peut s'imaginer, des voisins qui ronflent un peu trop fort, ce genre de truc. Mais j'avoue que moi, j'ai pas eu d'expérience très négative en train jusqu'à présent. Donc c'est compliqué de partager un truc juste pour partager un truc, tu vois. Ce truc un peu chiant, c'est par exemple la connexion Wi-Fi qui peut pas marcher quand tu veux bosser. Mais en faire un truc marrant, je suis pas sûr que ce serait très, très, très facile. Mais honnêtement, globalement, à chaque fois, j'ai des bonnes expériences. Après, le fameux retard du train, on a tous déjà connu ça. Peut-être que c'est pas très, très fun. Ce truc qui peut être un peu marrant à faire potentiellement, c'est peut-être toutes les mimiques qu'on a quand on rentre dans un train, à s'excuser 47 fois. Est-ce que c'est ma bonne place? Il y a quelqu'un qui est à ta place, etc. Je pense que je pourrais imaginer un truc là-dessus. Mais sinon, globalement, les expériences en train sont toujours plutôt fun et positives. Donc, j'ai jamais eu de grosses galères. Bon. Et pourtant, t'en as fait des trajets en train. Ouais. Et si je peux juste compléter cette fameuse famille-là, a posteriori, on s'est rendu compte qu'en fait, elle voulait partir en train, mais lui pas. Et donc, on se demande s'il n'y a pas du sabotage dans cette histoire. Et donc, globalement, tous les autres ont vécu une chouette expérience. Mais c'est vrai que là, voilà, le sabotage peut fonctionner en train. Alors, j'ai parlé du Pass Rail, qui est une initiative, mais il y a aussi des régions qui se bougent déjà et qui mettent pas mal de trucs en place. Vous, Chiara et Alizé, vous travaillez déjà en partenariat avec des destinations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces initiatives? Alors, il y en a une qu'on connaît bien, c'est celle de l'Occitanie, mais il n'y a pas que celle-là. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en France, déjà, c'est les régions qui gèrent la majorité des transports.
Donc on connaît les TER évidemment, mais aussi les transports interurbains, les bus, etc. La majorité des choses sont faites par les régions et donc les initiatives viennent souvent des régions. Il y a plein de choses qui sont hyper chouettes. L'Occitanie Rail Tour, c'est sûr, c'est celle dont on a le plus entendu parler cet été, je pense. Un pass à 10 € par jour pour des trains en illimité, mais aussi toute l'expérience qui va derrière. Donc il y a eu un énorme travail qui a été fait sur, en fait, on arrive en gare, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les voies vertes, les sentiers de randonnée, etc. etc. Donc en fait, il y a toute une expérience qui est créée autour du train, et je pense que c'est pour ça que ça marche. Il y a aussi d'autres régions, il y a les Hauts-de-France par exemple qui ont fait pas mal de choses, aussi des prix hyper attractifs et des partenariats avec des sites touristiques qui permettent du coup d'avoir le ticket de train et l'entrée au musée et l'entrée à l'aquarium, au machin. Et donc en fait tout ça, ça permet d'avoir ce trajet clé en main. Et on le disait, c'est hyper essentiel parce que les gens en fait ont la flemme de chercher comment ça marche. Et donc si on leur donne tout dans la main, c'est mieux et ça les initie. C'est top que les régions fassent plein de choses. Par contre, au même moment, ça fait qu'il y a plein de disparités sur le territoire et que parfois on ne s'y retrouve pas. Pour voyager à l'intérieur d'une région, c'est facile. Quand on veut faire des trajets interrégionaux et savoir tout ce qui existe, en fait, aujourd'hui, rien que sur les cartes de réduction, il y a 42 cartes TER différentes qui existent. Et donc, c'est pour ça que ce ticket climat, ce passe-rail, etc., pourrait être génial, parce qu'en fait, il faciliterait tous ces déplacements. Et il ferait que si on arrive à mettre toutes ces initiatives régionales qui sont top et qui vont de l'avant ensemble et à faire des synergies, en fait, ça pourrait permettre une facilitation du rail en France énorme. Et alors, si on part au niveau européen, c'est encore plus galère. Mais alors, si on arrive à faire un ticket unique, là, ce serait vraiment génial, quoi. Transition parfaite à nouveau. J'ai une petite question pour vous tous. Comment est-ce qu'on pourrait rendre le train du coup plus compétitif et plus inclusif aussi? Parce qu'on parlait du prix, mais voilà, il y a des familles avec des enfants, des petits budgets, des personnes à faible revenu. Bon, la technique numéro 1, c'est de mettre un train de nuit dans le trajet, parce que du coup, on fait trajet et logement en même temps, et donc on gagne de l'argent, parce qu'un train de nuit Paris-Vienne, ça va être, on peut réserver un compartiment entier pour une famille de 6 personnes, et on va être à, si on s'y prend suffisamment tôt, ça peut démarrer à 249 jusqu'à 350 €. Et donc du coup, voilà, on a pour une famille complète, une nuit, un petit déjeuner et le transport. Voilà, c'est hyper compétitif. Et donc si en réfléchissant comme ça, et de nouveau en réfléchissant le voyage en train avec les trajets, on peut optimiser le prix et le faire descendre. Mais c'est vraiment sortir de la logique je vais là-bas, comment j'y vais, mais de se dire je vais en train, où est-ce que je peux aller? Et alors dans ce cas-là, on choisit en fonction du prix, on peut adapter le jour. Ok, ce jour-là, le train est déjà presque complet, je le prends le lendemain ou la veille, et donc on va pouvoir jouer là-dessus. Mais c'est vrai que ça demande... Voilà, il faut jongler quoi, pour réussir à faire quelque chose de compétitif. Et c'est vrai que si on augmentait la lisibilité, ce serait plus facile pour tout le monde. Oui, exactement. La lisibilité, déjà si on faisait connaître toutes les offres qui existent justement pour les familles, que ce soit dans les régions, que ce soit en Europe avec le pass Interrail, on peut embarquer 2 enfants par adulte gratuitement. Donc si on faisait déjà connaître tout ce qui existe, ça serait pas mal. Après, c'est sûr qu'il faut... Il y a le rendre plus accessible et il y a le rendre plus compétitif, ce qui est 2 choses différentes. C'est sûr que le premier truc, c'est de le rendre plus compétitif par rapport... Bon, on va parler d'un sujet qui fâche, mais on l'évoque quand même. Par rapport à des modes de transport plus carbonés, notamment l'avion. Certes, le train est très cher encore. Après, il y a un autre sujet qui est l'avion, on ne l'est peut-être pas encore assez. Et donc, une première étape sera de limiter cette distorsion de concurrence, on peut dire. Et ça, c'est politique. C'est des taxes qui sont différentes pour le ferroviaire et pour l'aérien. Donc il y a une première évolution qui va devoir être faite là-dessus et qui est en train d'évoluer. Enfin, on en a beaucoup entendu parler cet été avec des annonces de Clément Beaune qui sont plus ou moins abouties pour le projet de loi finance 2024. Mais d'année en année, ça va évoluer. Donc ça va être une première chose. Et après, il faut qu'en effet, les investissements aillent aussi de plus en plus dans le ferroviaire. Encore une fois, il y a un plan à 100 milliards qui a été annoncé par l'État pour le ferroviaire. Ça y va petit à petit.
C'est sûr, on peut augmenter toute la lisibilité qu'on veut. Si le prix ne suit pas derrière, on n'y arrivera jamais. Donc ça va être la bataille pour les prochaines années. Et on ne peut que la gagner parce que sinon, on n'a pas vraiment le choix en fait. Et aussi le rendre plus sexy. On peut communiquer et dire regardez, prenez le train, c'est génial, mais surtout le rendre plus sexy, à savoir plus de matériel, on va dire, dédié. Par exemple, c'est très simple. Aujourd'hui, vous prenez un TER, vous n'avez pas de voiture-restaurant. La voiture-restaurant, c'est quand même un élément qui est très intéressant sur un voyage qui est long. C'est là où on fait des rencontres, c'est là où effectivement on peut avoir une expérience au niveau de la gastronomie. Avoir des voitures avec des espaces dédiés pour les enfants, pour les familles, et pas uniquement une voiture bruyante, entre guillemets, parce qu'il y a des familles, mais avoir vraiment... C'est en Allemagne, on peut trouver des voitures comme ça, où vous avez effectivement carrément presque un petit parc de jeux au niveau des voitures. Pour les trains, on va dire, de vacanciers, avoir des vraies voitures fourgons où les gens peuvent partir avec des vraies valises en vacances et pas uniquement un sac à dos. Comme on a tous fait l'expérience quand on prend un train, il faut arriver dans les premiers pour pouvoir mettre sa grosse valise sur le compartiment bagage. Sinon après c'est la guerre et on escalade les valises pour aller aux toilettes ou ailleurs. Donc c'est vraiment avoir plus de matériel, on va dire, adapté aux usages. Parce qu'il y a des usages de trains quotidiens ou de trains, on va dire, business, où là on demande de la fréquence et plus un siège, une connexion Wi-Fi. Et vous avez les trains loisirs pour les destinations estivales ou hivernales, où là l'expérience est complètement différente. Et effectivement, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le rendre plus sexy avec plus de gastronomie, plus de rencontres au niveau des voitures, et donc des voitures-restaurants, et plus de confort. Donc voitures de nuit, voitures fourgons, etc. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les premiers et derniers kilomètres. Tu en as parlé un tout petit peu avec le vélo. Aujourd'hui, en fait, donc, prendre le train, c'est une chose, mais se rendre à la gare et puis une fois arrivé à la gare, se rendre sur le lieu de villégiature, c'en est une autre. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez mis en place, justement, pour faciliter tout ça ? Oui, carrément. Donc, aujourd'hui, il y a quand même... La grande majorité des gens vivent à moins de 10 km d'une gare en France. Donc il y a des choses qui existent, il y a des gares un peu partout, mais ce n'est pas toujours facile de se rendre jusqu'à la gare et encore moins en général de la gare à son lieu de vacances. Le truc, encore une fois, c'est de rendre l'info accessible. Aujourd'hui, les transporteurs pour le dernier kilomètre, il y en a énormément. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais de chercher sur des sites qui ont l'air d'avoir été codés en 2003, de télécharger un vieux PDF avec des horaires, et en fait on ne sait même pas trop si ce bus existe encore, s'il circule, si c'est en semaine, le week-end, etc. Donc ça c'est un premier problème qu'on essaye de tacler nous en allant chercher vraiment les bonnes informations avec les offices de tourisme qui ont l'info, etc. et à les rendre accessibles sur notre site. Ensuite on va lister le plus de loueurs de vélos possible accessibles en gare, parce que ça c'est une super solution pour le dernier kilomètre et en général c'est vraiment 1 à 5 km, donc c'est quelque chose qui est faisable en vélo. Et il y a de plus en plus de loueurs qui se développent électriques avec des cargos, des sièges pour enfants, donc c'est adapté en tout cas à plus de personnes qu'avant. Mais l'idéal, et la SNCF commence à le faire, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur l'application SNCF Connect, maintenant il y a des petites infos qui se mettent se rendre en gare et qui nous proposent en fait les bus locaux, etc. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à donner cette accessibilité au plus grand nombre. Et pareil, quand on est un hébergement, comment s'y rendre ? On ne donne pas juste la voie d'accès autoroute, mais on donne le bus qui s'y rend depuis la gare, etc. Il faut vraiment que l'info soit partout pour que les gens la trouvent facilement. Et juste pour compléter, on revient à ce que tu disais très bien tout à l'heure, Estelle, c'est quand on voyage en train, il faut revenir à une autre logique quand on organise son voyage. C'est je veux voyager en train, où est-ce que je peux y aller en train ? Il y a quand même beaucoup de gares TER en France. On peut faire plein de trucs en TER. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ensuite, sur ces gares TER, où est-ce qu'on peut y dormir, quelles activités on peut y faire. Mais il faut plus penser à où est-ce que je peux aller en train, plutôt que je vais aller là, comment est-ce que je peux m'y rendre en train, puis un bus, puis un vélo, puis ça devient très vite galère. Et donc finalement, on passerait peut-être un meilleur moment si on avait déjà repéré qu'est-ce qui était sur les gares TER ou TGV. Ok. Merci à tous. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Vous êtes super nombreux. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Bonjour.
Moi, c'est plutôt pour Estelle que j'ai des questions. En tant qu'agence de voyage, je suis une agence de voyage aussi et j'aimerais beaucoup prendre le train. Mais il n'y a rien à faire. De fait, l'accessibilité à l'information, elle n'est pas toujours facile à trouver. Donc, merci à des sites comme Molo pour avoir cette information-là. Mais au-delà de ça, en termes d'accords qu'on pourrait avoir aussi avec les compagnies ferroviaires, ce n'est pas vraiment des choses qui sont intéressantes financièrement pour des agences de voyage. Comment est-ce que tu arrives à, le nerf de la guerre, faire du business et gagner de l'argent? Et donc effectivement, on ne compte pas sur les compagnies ferroviaires pour vivre, ça c'est sûr. Les accords qu'on a avec eux, je ne dirais pas qu'ils servent à rien, mais c'est pas avec ça qu'on vit, quoi. Donc on crée un package sur mesure et on vend le package sur mesure et puis on paye les fournisseurs et donc c'est sur la marge qu'on vit. Okay. Et malgré tout, le client, le fait de voir une différence, il en fait, il ne voit pas de différence. Okay. On construit le voyage pour que le voyage soit pas comparable. Okay. On sait pas, enfin voilà, c'est pas l'aller-retour à Barcelone, c'est pas possible. Celui-là, on ne l'a jamais vendu et on ne le vendra jamais parce qu'il est comparable et effectivement hors de prix. Par contre, notre circuit de 12 jours en Slovénie, pour le comparer à un itinéraire en avion ou en voiture, puis le logement, puis en fait, on apporte toute une série de choses dans le voyage qui rend le voyage incomparable. Et donc, en fait, quand le voyageur vient chez nous, il vient pour voyager en train. Et il nous fait confiance, il dit, je veux voyager en train, j'ai 4 enfants, je veux ça. Ok, ben on va t'emmener là-bas. Et puis, en fait, je dirais pas qu'il regarde plus le prix. Ici, évidemment, il regarde le prix. Mais sur notre site, tout est clair. C'est à partir de... Enfin, le prix est affiché. Donc, s'il arrive chez nous, on vérifie qu'il a bien vu le prix. Et puis après, on lui fait une offre et puis c'est parti. Il y en a qui ne viennent pas, ça c'est sûr, parce que le prix est celui du train, du logement et de l'agence. Donc forcément, c'est un budget. Et donc c'est très bien du coup, et c'est totalement complémentaire à des plateformes ou à des créateurs de contenu qui vont donner tout le matos pour que les gens le fassent eux-mêmes. Pour ceux qui ne veulent pas nous payer, aucun problème. Et ceux qui viennent chez nous, ils viennent comme dans toutes les agences de voyage pour avoir le service, l'assurance, le suivi, la prise de risque. Et donc, ça se paye et c'est là-dessus qu'on se paye. Merci. Bonjour, je représente donc un autocariste dans l'ouest de la France. Et donc, comme beaucoup, on s'intéresse au tourisme responsable. Et pourquoi pas les voyages en train, mais jusqu'à présent, on fait du GIR avec du groupe de 20, 30, 40 personnes. On se dit, est-ce que le train, c'est possible? Donc j'ai bien compris que, voilà, pour les familles déjà, il y avait quelques galères, mais pour des groupes de 10, 15, 20 personnes, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience? On a déjà eu l'expérience pour un groupe de 167 personnes qu'on envoyait à Munich. Donc oui, c'est faisable. Après, c'est comme toujours, le risque est plus grand, quoi. Si le groupe de 167 personnes rate sa correspondance, je pleure. Tout s'est bien passé, mais c'est vrai que voilà, le risque est plus grand, donc on n'ose pas. Mais oui, c'est faisable, c'est faisable. Et là, le but, c'était d'aller d'un point A à un point B. Là, on répondait à une demande d'une haute école qui partait en voyage d'études à Munich avec 165 étudiants. Et donc, ils avaient défini la destination et leur l'idée au départ, c'était de partir en car, puis la prof s'est dit non, on va voyager mieux, on va partir en train. Et comme on se connaissait par ailleurs, elle me dit, tu veux pas l'organiser? J'ai dit, allez, on va le faire et on va croiser les doigts très très fort. Bon, ça s'est bien passé. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Il y a la SNCF fait des voyages groupes. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont faisables pour des groupes. Oui, mais c'est plus compliqué. Déjà, on ne peut pas réserver très longtemps à l'avance. Et pour avoir fait, voilà, et pour avoir fait l'expérience d'un groupe qui revenait sur Lyon pour les ramener dans l'ouest de la France, on leur a fait prendre le train. C'était une première. Et voilà, comme vous disiez tout à l'heure, la galère de mettre les bagages pour un groupe de 30 personnes, sachant que ce sont souvent des seniors. Donc là, le train, c'est compliqué pour eux. Oui, je comprends. C'est là qu'il faut affréter des wagons complets, quoi. Oui. Sauf que... Dans ce cas-là, il faut venir nous voir, parce que nous, on le fait. Nous, on le fait. Là, pour vous donner un exemple, on a un groupe qui part en MICE sur Bruxelles.
Et on a partiellement charterisé une rame et les passagers sont donc dans 2 voitures qui leur sont dédiées et ils ne croisent pas les autres passagers et ils vivent une expérience. Donc ils ont un produit à bord qui est différent au niveau de la restauration et au niveau de l'expérience à bord, ils peuvent le faire et c'est sur une rame qui est existante, qui circule. Donc on peut répondre à ce type de demande. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aussi. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question? Je ne sais pas. Ouais, une petite question. Bonjour, alors je suis organisatrice de voyage et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au bout du train, donc on a les randos, les voies vertes et les véloroutes. Et justement, je vais commencer un partenariat avec un loueur de vélo, chez qui j'ai acheté mon propre vélo. Mais on commence à se poser une question justement par rapport à la question précédente, d'organiser donc un séjour véloroute plus train avec des groupes de 10-15 personnes. On va bientôt avoir une demande par rapport à ça. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que ce n'était pas très clair au niveau des TER pour le portage du vélo. Donc je voulais savoir si c'était simple ou si on se faisait des idées, des illusions, ou si vraiment on pouvait s'embarquer dans des organisations de... Voilà. Alors, en effet, la question vélo plus train, elle est de plus en plus posée parce que de plus en plus de gens prennent le vélo, mais les places dans le train n'augmentent pas. Donc ça, c'est un grand problème. Et en plus, la lisibilité de l'offre selon les types de trains en France, c'est très compliqué. Dans un TGV, il faut avoir sa housse qui soit bien rangée à un bon endroit, sinon on peut se faire prendre une contravention. Si on va dans un TER selon la période, en général, dans les TER, c'est accessible comme on veut. Et à la demande, le problème, c'est que les places ne sont quand même pas infinies. Donc, c'est en théorie, en pratique, c'est pas forcément le cas. Il y a des régions qui ont commencé à mettre des places réservables. Et donc, au moins, parfois c'est gratuit, parfois c'est 5, 10 euros maximum. Et donc là, au moins, on est sûr d'avoir la place. Quand on arrive avec 10, 15, 20 vélos d'un coup, c'est aujourd'hui trop compliqué. Et malheureusement, on le disait tout à l'heure, les commandes de nouveaux matériels prennent tellement de temps. Aujourd'hui, avant que le train qu'on commande aujourd'hui soit en circulation à la vente, on en a pour 10-15 ans. Et donc les trains qui arrivent aujourd'hui, en fait, ils ont 2, 3, 4, 5 places vélo en plus que ceux qu'on avait hier. C'est pas ça qui suffit. Donc nous, ce qu'on recommande, en tout cas pour les groupes, c'est plutôt d'aller louer le vélo à la gare directement. Et ensuite, il y a beaucoup de loueurs qui font ce service de aller simple. Donc les gens pédalent jusqu'à un point B et eux, ils s'occupent de le rapatrier. Et dans ce cas-là, c'est plus simple d'organisation, même si nous, en parallèle, on essaye de se battre pour qu'il y ait des voitures qui soient raccrochées et qui soient, par exemple, une voiture, on met que des vélos. Et ça, en tout cas, les TGV qui vont sortir seront a priori plus modulables et donc potentiellement plus flexibles sur ces choses-là s'ils voient que la demande est forte, quoi. Merci. Merci pour les questions. On aurait pu continuer des heures, mais il va falloir laisser la place. Donc avant de clore, j'ai une dernière question pour vous, pour chacun de vous. Ce serait quoi votre liste au Père Noël pour le train de demain? En quelques mots. Ok, bon, je démarre. Vaste question, mais je pense que ça a été abordé et en fait je me rends compte que la liste au Père Noël n'est pas si inaccessible que ça de ce que j'entends là. Moi, c'est vraiment un train où on vit des expériences dedans, où on va passer un moment de vie hyper cool, on est trop content d'y aller, où on va avoir un resto, un bar, une discothèque, pourquoi pas, un musée, un home cinéma, je ne sais pas si on va très loin. Il y a plein de choses qui sont faisables dans le train, ça peut être un super cool moment de vie. Et puis d'un point de vue purement technique, c'est un réseau ferroviaire qui fonctionne à merveille et qui est interconnecté partout en Europe. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, ça serait un train qui permet de vivre des histoires et de les raconter. Donc, comme tu l'as très bien dit, avec des expériences un peu insolites à bord. Pourquoi pas avec une voiture panoramique. Je reviens sur la traversée du Canada que j'ai fait en train. C'est vrai qu'il y avait une voiture qui était spécifiquement faite pour pouvoir observer les paysages, prendre le temps de prendre le temps et de justement profiter. Et ça avait fait vraiment un effet wow auprès de tous les gens qui me suivaient. Ils avaient envie d'être là, à cet instant présent, à ma place. Donc je pense que c'est ça qui fera que le train, ça remarchera. C'est avec des petits trucs comme ça. Alors évidemment, on ne peut pas le mettre sur des TGV parce qu'à 300 km/h, ça serait un peu compliqué d'avoir une voiture panoramique. Mais ça, on parle de liste au Père Noël. Des choses qui permettent de vivre des histoires cool qu'on pourra raconter à nos potes, qui nous permettront par la suite de rendre ça de toujours plus en plus sexy, quoi. Et pour ajouter, et pas vous paraphraser parce que vous avez déjà dit pas mal de choses,
Et pour rebondir sur ce que tu disais, le matériel panoramique, il y en a qui existent en Suisse, sur la ligne du Saint-Gothard. Comme quoi, c'est pas impossible, il n'est pas très loin. Un engagement plus massif de l'État aussi, au niveau des investissements ferroviaires et des redevances, des péages ferroviaires, on va dire, plus compétitifs qui permettraient d'aligner le train sur les tarifs qu'on connaît aujourd'hui au niveau de l'aérien, et ce qui ferait que du coup on aurait un report modal assez massif envers le train. Voilà pour ma liste au Père Noël financier. Oui, c'est ça. Et moi, pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir plus de trains, une offre plus grande et aussi fiable que possible pour rester raisonnable. Voilà. Et puis c'est vrai que la train panoramique, on l'a testé en Suisse cet été là. Je confirme, l'expérience est vraiment magique. Donc pas besoin d'aller au Canada, la Suisse est à côté. Merci. Bon, on se rend compte que finalement le train du futur, il est pas si loin, quoi. C'est pas si compliqué à mettre en place, en tout cas. Il va falloir clôturer. Un grand merci à tous. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur les voyages en train et le potentiel qu'ils représentent. Et puis, je pense qu'on a répondu à la question, quoi. Voyage en train, nouvel Eldorado du secteur, à condition de repenser notre manière de concevoir les voyages en train. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Et merci à vous.